Donc, la classification, elle consiste à pouvoir attribuer une catégorie ou bien une classe discrète à des données. Par exemple, dans mon exemple je veux pouvoir prédire est-ce qu'une image a un chat ou un chien. J'ai deux catégories qui sont des classes discrètes. Fait que là, je fais de la classification. La régression, par contre, elle consiste à attribuer des valeurs continues à mes données. Supposons que je vais prédire, par exemple, le prix d'un appartement en fonction de la superficie. Donc, le prix, c'est un nombre, c'est des valeurs continues. Donc là, je vais faire de la régression. Donc, le choix de la tâche à réaliser, ça dépend vraiment du type de sortie auquel on s'attend. Donc, quand c'est des valeurs discrètes, c'est de la classification, alors que quand c'est des valeurs continues, on fait de la régression. Alors, donc, là, maintenant, je vais passer à l'apprentissage non supervisé. Donc, ici, contrairement à l'apprentissage supervisé, on dispose que des exemples, mais on n'a pas des étiquettes parce que dans certains domaines, là, c'est compliqué de pouvoir avoir des labels, surtout, par exemple, en médecine, où on a comme des millions, par exemple, d'images médicales à comme labelliser. Vous imaginez prendre un expert, un docteur qui va s'asseoir et puis qui va comme labelliser chaque image, ou même à l'échelle du pixel, parfois, c'est compliqué, c'est chronophage et c'est vraiment coûteux. Donc, l'apprentissage non supervisé, lui, là, ça va consister à apprendre en fait, des caractéristiques qui sont propres à des jeux de données. Donc, il va comme observer différentes images et pouvoir extraire l'information qui est comme commune aux données. Donc, il y a comme trois types d'applications importantes en apprentissage non supervisé. Donc, on peut faire du clustering. Le clustering, ça consiste à catégoriser en fait, les données en fonction de caractéristiques communes. Donc, contrairement à l'apprentissage supervisé, ici, on va comme interpréter uniquement les données d'entrée pour trouver des groupes naturels dans l'espace des caractéristiques. Donc, il y a différents algorithmes comme CAMIS, DBSCAN qu'on verra plus tard là, avec des exemples pratiques. On peut également faire de la détection d'anomalies. Donc, on a une machine qui va comme analyser comme des données et qui va parvenir être capable de pouvoir trouver des échantillons dont les caractéristiques sont différentes de l'ensemble de notre échantillon. On peut faire de la réduction de dimensionnalité. Donc, la machine va analyser la structure des données et va être capable d'apprendre comment simplifier cette structure-là tout en conservant l'information qui est pertinente. Alors là, je vais passer à l'apprentissage par renforcement. Alors ici, l'apprentissage par renforcement, c'est différent des deux autres. On dispose ici d'un environnement et l'idée, c'est de pouvoir récompenser un agent dépendamment de s'il accomplit une bonne action ou bien une mauvaise action. Donc, quand il accomplit une bonne action, il a comme une récompense, mais quand il accomplit une mauvaise action, il a comme des pénalités. Et l'idée, au fait, c'est qu'il puisse avoir le plus de récompenses possible et le moins de pénalités possible. Dans ce type d'apprentissage-là, c'est très utilisé en robotique, en la théorie des jeux, dans les véhicules autonomes. Alors, à présent, je vais parler de quelques notions importantes en apprentissage machine. Donc, une notion qui est très importante, c'est le jeu de données. Donc, sans jeu de données, il n'y a pas d'apprentissage automatique. Donc, le jeu de données, c'est en fait un ensemble d'exemples qui sait entraîner en fait, un modèle. Donc, ça peut être comme une liste de transactions qui est effectuée. Ça peut être des images de tous les jours. Et à partir de ces exemples-là, notre modèle pourra apprendre. Donc, pour l'apprentissage supervisé, le jeu de données est souvent comme ça. On a toujours deux variables. Donc, on a une variable cible qui va contenir ce qu'on aimerait prédire et on a la variable de caractéristiques, donc qui contient les différentes caractéristiques. Par exemple, dans cet exemple-ci, dans le tableau, on veut comme prédire le prix de chaussures en fonction de la marque, de la taille, du size. Donc, la marque, la taille et le size, c'est notre variable de caractéristiques. Et la variable de prédiction ici, c'est la variable cible. Par contre, pour faire de l'apprentissage non supervisé, on n'a pas la variable cible, on n'a que les caractéristiques. On a la notion de modèle. Donc, il s'agit au fait d'un module qui a la tâche d'apprendre. Donc, la caractéristique commune qui va définir tous les modèles, c'est leur capacité d'apprentissage. Donc, en observant les jeux de données, donc, le modèle va être capable, en mesure de modifier ses propres paramètres
pour devenir meilleur, pour accomplir une nouvelle tâche. Donc, c'est le modèle, en fait, c'est à nous-mêmes de définir ça. Il existe des millions, beaucoup de modèles. Là. Genre, vous allez voir, genre, dans Scikit-Learn, William va en parler, il en existe vraiment beaucoup. Donc, c'est à nous de choisir le modèle. Et les paramètres seront appris par la machine pour avoir de meilleurs résultats. Et il y a aussi la notion d'erreur et la minimisation de l'erreur. Donc, en fait, notre modèle, supposons que quelqu'un fait le lancer de flèche et il veut comme devenir comme performant tout le temps, là, genre, supposons il fait son premier lancer. Il est censé, comme normalement, toucher le centre de la cible. Supposons qu'il touche un peu à côté. On va essayer de calculer comme la distance de où ce qu'il a lancé au centre pour voir, genre, l'idée, en fait, c'est de minimiser le plus cette distance-là pour qu'il puisse un jour toucher comme le centre. Là, quand il va toucher le centre, on dira, waouh, il est à droite. Donc, c'est en fait un peu le même principe ici. On veut comme pouvoir mesurer, pouvoir minimiser, en fait, l'erreur durant l'entraînement. Donc, on va comparer la prédiction, la valeur qui est prédite par notre modèle avec par exemple, dans le cas de l'apprentissage supervisé, la valeur qu'il est censé prédire. Et on va, comme, le modèle va essayer de comme, réduire cela tout le long. Donc, avoir un bon modèle, c'est avoir un modèle qui a le plus faible erreur. Et on veut comme, minimiser le plus que possible cette erreur. Et qu'à présent, nous allons passer à la section préparation et visualisation des données. Donc, on a dit tantôt que les données, c'est essentiel pour faire de l'apprentissage automatique. Et quand on veut travailler, on veut faire de l'apprentissage automatique, il est important de pouvoir pré-traiter ces données-là pour être sûr qu'il n'y a pas comme des informations nuisibles au fait, à la performance de notre modèle. Donc, dans un premier temps, on va faire du nettoyage des données. On va trouver les valeurs manquantes, par exemple, et les valeurs dupliquées. Donc, les valeurs manquantes, là, on peut les remplacer, par exemple, par des valeurs statistiques. Ça peut être la moyenne, ou on peut décider, par exemple, de supprimer les lignes qui contiennent les valeurs manquantes. Et également, dans le cas où on a des doublons, il faudra comme supprimer ces doublons-là. Également, on peut faire de l'encodage des données. Surtout quand on a des données qualitatives, là, pour que notre programme puisse bien fonctionner, c'est impératif d'avoir des données numériques. Donc, on va comme transformer ces données quantitatives en données numériques. On verra tantôt genre, comment on fait cela. On va faire de la normalisation des données. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir mettre toutes nos données sur la même échelle. Donc, on peut faire comme différentes façons de normaliser les données. Là j'en ai mis 3. Donc, on a la normalisation minimale qui est très utilisée. Ici, on va comme transformer chaque variable pour que les valeurs soient entre 0 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre pour chaque valeur genre, de notre variable, on va comme soustraire ça de la valeur minimale. On va diviser par genre, la valeur maximale moins la valeur minimale. On a la standardisation. Donc, ici, on va transformer les données de sorte qu'ils puissent suivre genre, une loi normale. Donc, on va considérer la moyenne et l'écart type de nos variables et on va calculer cela genre, utilisant cette formule-là. Donc, et on a également la mise en échelle robuste. Donc, les deux premiers, des fois, sont comme un problème avec les outliers. Et on peut utiliser la mise en échelle robuste. Lui, on considère genre la médiane et puis l'écart interquartile. Autre chose qu'on peut faire, c'est de faire la sélection de variables parce que toutes les variables qu'on a dans notre jeu de données, il y en a certaines qui ne sont pas forcément importantes en fait, pour prendre la décision. Fait qu'on peut choisir, sélectionner nous-mêmes, là, genre les variables ou bien avec le conseil d'un expert pour pouvoir choisir nos propres variables. On peut également sélectionner cela de façon récursive, c'est-à-dire, genre, par exemple, on pourrait comme commencer avec toutes les variables endigner un peu jusqu'à comme trouver les bonnes variables ou bien genre commencer par un petit nombre et puis augmenter. On peut également sélectionner cela selon le degré de variation des variables, mais sélectionner à l'aide des tests statistiques. On peut également sélectionner cela en faisant à l'aide de coefficients de modèles pré-entraînés sur l'ensemble des données.
Dans Scikit-learn, il y a comme différents modules qui permettent de faire cela. Alors, un autre point qui est important, là, je passe au découpage de jeux de données. Une fois les données pré-traitées, là, il faut splitter. Généralement, on va venir splitter nos jeux de données en 3 blocs. Donc, on a les données d'entraînement qui vont servir à entraîner notre modèle. On a les données de validation. Donc, pendant l'entraînement, on va comme venir valider cela sur des données et genre le modèle va comme s'ajuster au fur et à mesure. On a les données de test. Ces données-là sont utilisées une fois que le processus d'entraînement est terminé. Une fois les données découpées, on peut visualiser genre, les données. Donc, c'est une étape qui est très importante, genre avant et même après, là, pour visualiser les résultats ou visualiser même les données avant de faire les traitements. Donc, il y a une librairie qui est très utilisée pour ça en Python, c'est Matplotlib. Là, j'ai mis, vous avez accès à la documentation. Là, j'ai mis un petit exemple, là, genre, là, on va comme importer genre les librairies, on va importer la librairie NumPy, on va importer Matplotlib. Là, j'ai créé un tableau qui contient 15 valeurs, qui va prendre les valeurs entre 0 et 3. Y, c'est le carré de X. Et là, avec plot, on va pouvoir afficher notre courbe. Donc, Y en fonction de X. Donc, il y a 2 méthodes. Donc, la méthode basique, la méthode orientée objet. On peut également utiliser la librairie Plotly. Donc, Plotly, c'est une librairie qui permet d'interagir directement avec les graphiques qu'on fait. Et ça s'intègre avec une interface web. Donc, vous pouvez voir également la documentation. Et dans ce cas-ci, vous allez voir l'exemple ici, on utilise Plotly pour afficher le même graphique. Alors, pour faire l'apprentissage machine, il existe différentes bibliothèques. Donc, parce que, genre, écrire du code, ça peut être éprouvant, surtout quand on doit écrire comme beaucoup de lignes de code, là. Et les bibliothèques facilitent la tâche. En fait, on a comme de gros codes, de gros blocs qui sont déjà codés et on les utilise, fait que ça facilite, ça réduit considérablement le temps passé à coder. Donc, en machine learning, il en existe plusieurs. Donc, on a TensorFlow, par exemple, on a développé par Google, on a PyTorch, qui est également très utilisé, qui a été développé par Facebook. On a Scikit-learn, qu'on verra tantôt. Theano, qui a été développé ici même, au Québec. Alors, William, voudrais-tu nous parler de Scikit-learn? Oui, bien sûr, Roselyne. Merci beaucoup. Moi, je vais vous parler un peu de la section 2 de Scikit-learn, qui va être un API qui va nous permettre de raccourcir un petit peu la tâche. Au lieu d'avoir à implémenter nous-mêmes chaque modèle, on va avoir accès à une bonne librairie de ça. Donc, si on clique là-dessus, ça va nous rediriger vers la documentation de Scikit-learn. Et là, on a accès à énormément d'aide pour l'apprentissage automatique. Donc, Scikit-learn, c'est un API qui nous donne à la fois accès à des modèles, à des fonctions utilitaires, à quelques jeux de données qu'on va utiliser un peu plus loin dans les exemples, et qui va nous permettre d'avoir non seulement une implémentation qui est simple à utiliser, mais qui est similaire pour chacun des modèles, peu importe comment le modèle est implémenté derrière. Donc, si vous voulez mettons, échanger de modèle parce qu'un modèle est moins approprié à ce que vous voulez essayer de faire, ben, vous n'avez pas à changer beaucoup de choses dans le code, juste à changer quel modèle vous chargez. Et leur implémentation, même si elle est différente, vous allez l'utiliser de la même manière. Donc ici, sur cette figure-là, vous pouvez voir un peu une flowchart de choix que vous pouvez employer pour sélectionner un modèle avec vos données. Donc si vous avez moins de 50 exemples, ça serait probablement plus efficace d'aller chercher plus de données. Vous avez finalement des choix si vous avez des étiquettes, si vous voulez prédire des catégories, et ça va vous mener vers une série de modèles qui sont tous implémentés avec Scikit-learn. On ne va pas tous les explorer aujourd'hui, on va en explorer quelques-uns et on va pouvoir expérimenter avec dans les exemples. Donc, le guide complet de Scikit-learn est disponible dans le lien et si après, dans le bootcamp, vous écoutez les autres cours et vous dites hey, il me semble que j'ai entendu parler de ça, mais je ne suis pas trop ça, ben, il y a des très bonnes explications de comment les modèles sont implémentés, de comment ils fonctionnent, et plein de concepts de base d'apprentissage automatique qui sont aussi détaillés là-bas. Donc, c'est non seulement une très bonne ressource pour voir comment les modèles fonctionnent, mais aussi pour comprendre ce que les modèles font et qu'est-ce que l'apprentissage automatique en général. Scikit-learn
on va l'utiliser ici à outrance, mais principalement, on va l'utiliser pour importer des données. Donc, il y a quelques jeux de données appelés jouets un peu. Donc, c'est des jeux de données qui sont simples, qui contiennent quelques centaines d'exemples pour certains, un peu plus pour d'autres, et qui peuvent nous permettre d'expérimenter avec nos modèles, de voir s'ils fonctionnent, et ici, simplement pour apprendre. Donc, première chose qu'on peut faire avec scikit-learn, on va pouvoir importer nos jeux de données. En premier exemple, on importe directement avec scikit-learn, donc avec import dataset, en payload iris, qui est un jeu de données d'iris de fleurs, qu'on va utiliser dans l'exemple 3.2 un peu plus tard. On l'importe dans les variables x et y. Vous pouvez noter que y ici, c'est une variable qui contient des étiquettes. Dans ce cas-là, on a accès aux étiquettes, mais si on veut faire l'apprentissage non supervisé, on n'a pas besoin de y. On peut juste dire, on n'a pas besoin de ça. On veut juste uniquement les données. Sinon, on peut importer aussi d'autres librairies, par exemple Seaborn, qui contient le jeu de données Iris aussi, qui est un jeu très populaire. Après avoir lu quelques introductions de machine learning, vous pouvez voir que Iris est un jeu de données où même moi j'ai appris à commencer l'apprentissage automatique là-dessus. On va l'explorer un peu plus en détail plus tard, évidemment. Si vous avez vos propres jeux de données, ce qui est entièrement possible et ce qui va très probablement arriver, vous pouvez les importer avec readExcel, readCSV pour Comma Separated File. Donc, si vous avez des tables, vous pouvez les importer directement. Là, ici, on n'en a pas. On va plutôt se baser sur les jeux de données qui sont directement accessibles à partir de l'API. Finalement, Roselyne nous parlait plutôt de comment séparer nos jeux de données en entraînement et test. Donc, c'est comme ça ici qu'on va le faire avec train test split. On lui fournit le jeu de données, les étiquettes et le ratio. Donc ici, on va donner un ratio de 30% de notre jeu de données qui va être séparé dans le test, parce que c'est test size. Donc 70% de notre jeu de données va figurer pour l'entraînement. Et le reste va servir à tester notre modèle à la fin. Donc la stratégie générale scikit-learn, c'est toujours la même. Si vous l'apprenez par cœur, vous pourrez l'appliquer à n'importe quel modèle et elle va vous être utile tout au long de votre apprentissage ici. Donc comment ça fonctionne? On importe premièrement notre jeu de données, ce qu'on aurait déjà fait, juste ici, dans les variables données et étiquettes, si on fait de l'apprentissage supervisé. Si on est en apprentissage non supervisé, on n'a pas accès aux étiquettes, donc on a uniquement notre variable x ici. C'est aussi possible qu'on ait d'autres formes de variables. Là, dans ce cas-ci, c'est une variable NumPy qui contient plusieurs colonnes, plusieurs rangées, mais sinon, il y a d'autres variables qui permettent de les stocker, notamment les coordonnées des pandas et les bunch, qui est un autre objet de scikit-learn. Donc, si jamais vous envoyez, ne soyez pas surpris. L'étape suivante, on va créer notre modèle et on va mentionner les hyperparamètres. Donc, il y a une différence un peu piège entre ce qui est un paramètre et ce qui est un hyperparamètre. Votre modèle va avoir une quantité probablement énorme de paramètres. Les paramètres, c'est ce que le modèle peut modifier par lui-même. Lorsqu'il va s'entraîner, donc devenir meilleur, accomplir une tâche, il va itérativement changer ses propres paramètres pour devenir meilleur. Par contre, il y a des paramètres que nous, on va donner au modèle pour lui dire un peu comment il va fonctionner. Ça, c'est des paramètres que nous, on va mettre et qui s'appellent des hyperparamètres. Le modèle ne les changera pas. C'est nos propres spécifications sur comment le modèle va fonctionner. Donc, si c'est nous qui lui dicte, c'est des hyperparamètres. Si c'est le modèle lui-même qui les modifie, c'est ses propres paramètres. Ensuite, on va entraîner le modèle avec la fonction fit en lui fournissant le jeu de données d'entraînement. Et on va utiliser score pour obtenir notre score sur le jeu de données test, si on n'a pas accès à la validation. Mais si on a un jeu de données de validation aussi, on va utiliser score sur validation et finalement predict pour obtenir nos prédictions avec le jeu de données test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main sur Zoom ou à les poser en chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Roselyne pourra me venir en aide si jamais je n'ai aucune réponse. Donc, on va passer un petit peu au travers des étapes de base avec scikit-learn. Et vous pouvez me suivre avec moi dans le code. Et si vous vous sentez déjà à l'aise avec mes explications et vous dites j'ai déjà compris comment ça fonctionne, libre à vous de modifier certains hyperparamètres, comme juste ici, pour expérimenter un peu comment les fonctions répondent, comment les modèles sont. Et si vous êtes capable d'avoir des meilleures performances que juste la feuille de base du modèle, vous aurez déjà appris quelque chose. Et votre modèle aussi, fondamentalement. Donc, on commence la démarche, on importe et on crée notre jeu de données assez classiquement.
C'est possible que votre jeu de données soit disponible en une seule variable, comme si c'était un data frame Panda. Dans ce cas-là, il y a une des colonnes qui va être votre colonne d'étiquette. Ça va être comme si vous aviez votre variable Y. Ici, on va fonctionner avec deux variables, X et Y, pour notre tâche, qui va pour l'instant être une tâche de classification. Donc, on va importer notre jeu de données en temps normal. Par contre, ici, ce qu'on va faire, on va faire une petite manipulation pour créer un jeu de données. La fonction makeClassification ici va nous permettre de générer un jeu de données à partir de rien. Donc, on va spécifier quelques paramètres. Ici, on choisit 1000 exemples à 10 caractéristiques et à 2 étiquettes. Donc, 1000 exemples, assez straightforward. Vous allez avoir 1000 points plus tard. Petit spoiler. 10 caractéristiques, c'est que vous allez avoir pour chacun des exemples 10 valeurs qui vont être numériques, qui vont être continues et qui vont permettre d'identifier l'exemple. Finalement, 2 labels, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 étiquettes, une pour chacun des points dans le jeu de données. Et votre tâche, à la fin, ça va être de classifier les points qui correspondent à laquelle des étiquettes. La fonction n'est pas purement aléatoire. Comme vous pouvez voir, juste ici, quand on visualise nos données, on voit que c'est clairement quand même assez séparé, puis même à l'œil, on serait capable de les séparer. Ce n'est pas impossible comme tâche. Par contre, vous voyez qu'il y en a qui se mêlent. Et donc, si on entraîne un modèle là-dessus, ça se peut qu'il ne soit pas parfait et qu'il y en a certaines qui classent un peu mal. Donc, la suite, une autre étape très importante, bien sûr, c'est de visualiser nos données. Ici, il y a peut-être un détail que vous avez remarqué, c'est qu'on a spécifié 10 caractéristiques, puis là, on en affiche uniquement 2. Par contre, on a toute la variance de notre jeu de données. Salut William, on a une question dans le chat. Oui. On pose la question, est-ce que le ratio pour les données test doivent respecter une certaine règle ou ce n'est pas nécessaire? Il n'y a pas de règle à la dure qui va être applicable tout le temps et qui va vous donner les meilleurs résultats. Vous êtes mieux d'avoir beaucoup d'exemples d'entraînement, mais vous gardez quand même un certain pourcentage pour tester votre modèle. Très souvent, vous allez voir 70% d'entraînement, 80% pour entraînement, 90 aussi si vous voulez voir le plus d'exemples possible. Mais inévitablement, vous voulez quand même avoir un certain pourcentage d'exemples pour tester, pour être sûr que vous ne les ayez jamais vus, que votre modèle ne les a jamais vus. On va y revenir un peu plus tard, mais l'importance d'avoir votre jeu de données test, c'est que votre modèle n'apprenne pas par cœur. Donc, si vous avez... on va en parler maintenant, en fait. Pourquoi on sépare les deux, un jeu de données d'entraînement et un jeu de données test? C'est que si vous donnez tous vos exemples en entraînement, puis vous dites à un modèle, ben, j'ai 1000 exemples, apprends comment différencier les étiquettes de ces 1000 exemples-là, et après, vous le testez sur ces 1000 exemples-là, les mêmes. Là. Votre modèle, il y a des chances qu'ils apprennent par cœur. C'est comme si vous donnez des questions à un étudiant, vous dites, ben, à l'examen, il va y avoir 50 questions, mais je vais te les donner en avance pour que tu puisses pratiquer, puis à la fin, ça va être exactement les mêmes questions. Et votre étudiant, s'il est un peu futé, il va peut-être se dire, ben, à la place de comprendre comment la matière fonctionne, je vais peut-être juste les apprendre par cœur, puis je vais aussi avoir un bon résultat. Et votre modèle, ça se peut qu'il ait le même raisonnement. Dans ce cas-là, ce que vous voulez être sûr, c'est de donner, mettons, 35 questions à votre étudiant, puis à la fin, vous avez 15 questions qui sont complètement différentes, que l'étudiant n'a pas vues, mais que s'il comprend la matière, il va être capable de répondre quand même. C'est la même chose pour le modèle. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Je n'ai pas le chat d'afficher. Parfait. Il y avait une autre remarque dans le chat rapidement. Je crois que vous avez plot X et non pas X réduit. C'est pas vraiment possible. Si on va plot X réduit à la place, on pourra avoir quelque chose d'un peu différent. Ah, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi j'ai des bugs en ce moment? C'est que notre feuille de calcul n'a pas runné dans le bon ordre. Donc, on va la faire runner au complet. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé de Jupyter Notebook, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que faut faire runner chacune des lignes de calcul une après l'autre, chacune des lignes de code, et elles vont s'exécuter à l'intérieur, mais vous pouvez également les refaire exécuter. Là, on a le X réduit. Merci à la personne dans le chat qui l'a vu passer.
Donc, ici, normalement, on a 10 dimensions, mais nos yeux humains, hélas, ne peuvent pas voir en 10 dimensions. Quelle malédiction, malheureusement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la dimensionnalité avec une analyse en composante principale. Ce que ça fait, c'est qu'on va réduire la quantité de dimensions du jeu de données, puis on va le réduire en 2 dimensions pour être capable de pouvoir le voir en 2 dimensions, mais en gardant la variance. Fait que ce qu'il va y avoir sur notre graphique, ça va être le même jeu de données, mais vu à uniquement 2 dimensions. C'est très pratique pour visualiser des données et pour visualiser comment un jeu de données fonctionne. Donc, on a ça juste ici. Par la suite, maintenant qu'on sait qu'on a un jeu de données, on a réussi à le visualiser et on est sûr que, OK, on a nos informations. Qu'est-ce qu'on va faire à la suite? On va créer un modèle. Ici, on importe notre modèle qui est un modèle d'arbre de décision et on va l'importer dans la variable modèle. Un arbre de décision, c'est un modèle assez simple qui va regarder les différentes caractéristiques de notre jeu de données et qui va dire, ben, cette caractéristique-là, je pense que c'est celle qui me permet le plus clairement de différencier entre les deux exemples. Ça se peut que ce ne soit pas parfait, entre les deux cas d'exemple. Ça se peut que ce ne soit pas parfait, ça se peut qu'il y ait encore des erreurs, mais le mieux cette caractéristique-là est à essayer de les distinguer, ben, le plus haut, elle va être dans l'arbre de décision. Plus l'arbre va être profond, donc plus il va faire des décisions une à la suite de l'autre. S'il dit, ben, la caractéristique 2, tous les exemples où la caractéristique 2 est en haut de 60, ben, je vais les mettre d'un côté. Puis tous les exemples où c'est en bas de 60, je vais les mettre de l'autre. Puis à partir de là, il va voir est-ce que ça m'aide à classifier ou non. Et plus ça l'aide, plus il va le prioriser dans son processus de décision. À la fin, son but, c'est qu'en bas de l'arbre, complètement, ils disent, ben ça, je suis complètement sûr que tous les exemples là-dedans appartiennent à la variable 1, ou je suis sûr à 90% que ça appartient à la classe 1. Et au final, il va y avoir des choix qui vont être le plus probable possible. Donc, on charge notre variable. Et pour l'entraîner, on lui rend son jeu d'entraînement avec les étiquettes, puisqu'il s'agit d'entraînement supervisé. On va donc partir ici. On entraîne. Et finalement, on obtient notre score. On obtient un score ici de 96%, qui est assez bon. Il s'agit ici de l'exactitude, donc le total des variables qui ont été correctement prédites. Surprenamment, vous venez d'entraîner votre premier modèle si vous avez suivi avec nous. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez tester, vous pouvez changer la quantité d'exemples, rajouter un autre 0 si vous voulez avoir un peu plus d'exemples pour entraîner votre modèle. Mais sinon, vous avez un beau premier aperçu de comment utiliser ça scikit-learn. Là, ici, on a surchargé notre graphique qui peine à fonctionner. On passe par la suite à un exemple un peu plus pratique. Si Roselyne, tu veux nous initier à ce jeu de données un peu plus intéressant que le jeu de données artificiel. Oui, fait que là, on va faire comme un projet vraiment stimulant. Là. On va pouvoir classifier les passagers du Titanic. Alors, en fait, on a un jeu de données des gens qui étaient à bord du Titanic. On a toutes les informations à propos de leur sexe, leur âge, ils étaient dans quelle classe. Et à partir de ces informations-là, l'idée, c'est de pouvoir développer un modèle qui va être capable de prédire qui a survécu ou pas. Et vous-même, vous seriez en mesure de dire si, par exemple, vous étiez dans le bateau, là, est-ce que vous auriez survécu ou pas? Là? Alors, pour ça, on va utiliser genre 2 méthodes d'apprentissage supervisé. On va utiliser le cas plus proche voisin, qui est une méthode qui va comme comparer. On a une question. Désolé, Roselyne, de te couper. Okay. Est-ce normal si on possède un score différent lors de l'évaluation, malgré le fait qu'on a les mêmes paramètres? Y a-t-il un range d'erreur? Oui. Donc, désolé, Roselyne. Pourquoi vous obtenez un résultat un peu différent? Je peux y répondre, Roselyne. Là, vous allez peut-être vous dire « Ah non, j'ai fait quelque chose de mal. » C'est qu'il y a quand même une dose d'aléatoire dans cet apprentissage-là. Et dans la plupart des modèles, vous allez avoir une dose aléatoire. Là, ici, si vous retournez à l'endroit où on fait Make Classification, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs paramètres qui ont été mis par défaut pour générer le jeu de données, mais il y a aussi un paramètre qui s'appelle Random State. J'ai mis ici 43. Si vous le changez,
uniquement changer ce paramètre-là, ça va modifier le jeu de données que vous allez obtenir. Pourquoi? C'est qu'il y a une certaine dose d'aléatoire qui a été générée. Et en mettant un numState à 43, c'est qu'on a défini que l'aléatoire allait tout le temps donner la même chose à cet endroit-là. Par contre, on n'a pas spécifié ça pour notre modèle. Ce qui donne qu'à la fin, lorsque vous avez des résultats, ben, il va y avoir quelque chose là-dedans qui va varier légèrement. La performance va probablement être très similaire, mais ça se peut que ce soit un petit peu différent. Il y a également une de ces variables-là de random state qui est possible de mettre pour votre modèle pour que ça donne à chaque fois la même chose. Donc oui, c'est possible que vous avez quelques différences et c'est normal. Merci, William. Fait que je continue. Fait que là, les hommes pratiques, on va comme pouvoir classifier qui a survécu ou pas à partir des données des passagers du Titanic. Ici, on va utiliser deux classifiants. On va utiliser le cas plus proche voisin et on va utiliser un perceptron multicouche là, qui est un réseau de neurones qui a une couche d'entrée, une couche de sortie et au moins 3 couches cachées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va pouvoir visualiser les données, notre jeu de données. Là. Donc, déjà, vous pouvez voir, on a mis quelques descriptions des différentes variables qu'on a, de quelques variables qu'on a dans notre jeu de données. Donc, on a la classe. Donc, c'est quoi le billet qu'ils ont acheté? Est-ce que c'est un billet de première classe, de deuxième classe, de troisième classe? C'est quoi le sexe du passager? Est-ce que c'est un homme, c'est une femme? C'est quoi son âge? C'est quoi son numéro de cabine? C'est quoi le prix qu'il a payé pour son billet? Et plein d'autres variables. Ici, toutes ces variables ne nous intéressent pas. Vous allez voir par la suite, on va comme sélectionner les variables qui nous intéressent le plus. Donc, dans un premier temps, on va importer les différentes librairies qu'on va utiliser par la suite. Ensuite, on va loader notre dataset. Ici, on va utiliser Seaborn, la bibliothèque Seaborn pour pouvoir loader le dataset Titanic. Vous pouvez voir genre, la dimension de notre dataset avec point et shape. On est à quel niveau? OK, parfait. Fait que, genre, avec, on peut même visualiser les premières lignes de notre ensemble de données. Là, vous pouvez voir à quel niveau. Peux-tu compiler tout pour moi? Perfect. OK. Fait que là, vous pouvez voir, genre, on peut voir par exemple, les 5 premières lignes de notre ensemble de données. Là, vous pouvez voir pour chaque variable, les différentes valeurs. On peut même utiliser la fonction describe pour avoir genre des statistiques. Donc ici, vous pouvez voir, par exemple, quand on regarde l'âge, là, l'âge moyen était, par exemple, de 30 ans. À chaque fois que tu compiles, je fais le fil. William. Le minimum d'âge était de 42 ans et le maximum de 80 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va visualiser nos données. On va voir c'est quoi les données qui sont manquantes dans notre jeu de données. On va utiliser Heatmap de Seaborn pour ça. Donc, vous pouvez voir genre, dans le graphique en bas, là, vous allez voir les jeux de données manquantes et puis le pourcentage de valeurs manquantes. Par exemple, pour Survive, on a pas de valeur manquante. Pour l'âge, par exemple, on a comme 19% de valeur manquante. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va sélectionner les variables qui nous sont utiles. On va encoder aussi nos données. Donc ici, il y a 4 variables, 4 caractéristiques qui nous intéressent aussi. Donc, on a Survive, la classe, le sexe et puis l'âge des passagers qui nous intéressent. Et on va mettre cela dans une variable, dans la variable X. Et dans notre variable Y, on va mettre est-ce que la personne a survécu ou pas. Donc, on va mettre le survive dans le Y. On va encoder aussi nos données. Donc, les mâles, les femelles, on va genre transformer les hommes par genre, la valeur 0 et les femmes par 1. Donc, une fois
la sélection de variables faite, les données encodées, on va créer maintenant et entraîner notre modèle. Donc ici, on va dans un premier temps utiliser le Car-Neighbors Classifier. J'ai mis en commentaire le perceptron multicouche. Là, vous pouvez comme après décommenter, essayer de votre côté aussi pour voir lequel vous préférez. Là, j'ai gardé les paramètres par défaut, mais vous pouvez aller sur la page Scikit-learn là, et puis modifier les différents paramètres. Donc ici, on va découper notre jeu de données en 3 parties. Donc, le training set, ce serait de 75%. Pour la validation, on va prendre 15% de l'ensemble des données. Et pour le test, on prend 10%. Donc là, on va entraîner le jeu de données en faisant modèle.fit. On va valider cela sur notre jeu de données de validation. On va pouvoir prédire cela sur de nouvelles jeux de données, donc les données des tests. Là, j'ai écrit une petite méthode là pour, en fonction par exemple, de la classe, de l'âge et du sexe, prédire, par exemple, si j'aurais survécu ou pas. En tout cas, moi, j'ai rempli la méthode par comme des données à moi, là, genre, si, par exemple, j'étais de la classe 1, je suis une femme, j'ai 30 ans, j'aurais survécu. Alors, genre, je voudrais que vous essayiez ça de votre côté, là, et mettez-moi dans le chat si vous aurez survécu au naufrage du Titanic ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts, là? William, as-tu survécu? On va voir ça. Donc, ici, on met notre classe. Je voyage en 3e classe quand même. On ne va pas dépenser un gros billet. Et on va mettre notre genre, notre âge. On lance un modèle. Et Roselyne, je pense que j'ai pas beaucoup de chances de survie selon notre modèle ici. Et même le modèle est assez convaincu de son choix. Il dit que j'ai pas mal 100% de chance de ne pas survivre et 0% de chance de survivre. Et si ça avait été une femme, est-ce qu'elle aurait survécu ou pas? Parce que dans le film, ils disent les femmes et les enfants d'abord. Alors, Là, on va voir. Si j'avais été une on va femme, voir. j'aurais eu plus de chance. Ah, j'aurais survécu. Ah, ok. Ouais, Hey! Je pense qu'il y a un c'est petit. mieux d'être une femme, là. Je pense qu'il y a un petit biais dans le jeu de données. Ben, le modèle s'inspire de ce qu'il sait et de ce qu'il voit en jeu de données, donc c'est dommage. Je vais accepter mon sort avec dignité. Merci beaucoup, Roselyne. Voudrais-tu que je passe au 2e exemple? Oui, effectivement, sexe 0 est un homme. On l'a défini un petit peu plus tôt quand on encode les données dans la place où on remplace male and female. Petit aparté, le modèle apprend très mal avec du texte. En tout cas, ce modèle-là, peut-être que plus tard dans le bootcamp, vous allez voir des modèles de traitement de langage naturel. Ces modèles-là sont capables d'interpréter le texte et d'apprendre en fonction de ça. Ce modèle-là, par contre, est assez simple et il va uniquement considérer les valeurs numériques. C'est pour ça qu'on remplace male et female par 0 et 1 pour qu'on sache vraiment comment apprendre. Oui, désolé. Pour la question d'Isaac, le 16 égale à 1, c'est juste, je check. 1, c'est femme et 0, c'est mâle. Donc, tu peux voir au niveau de la ligne encodage de données, là, au niveau de la sélection des variables. Donc, on a peut-être que le mâle soit 0 et les femmes soient 1. Autre question? Oui, le lien du notebook vient d'être partagé en chat. Pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure. Il y a pas mal de personnes qui seraient moi. Hein. Isaac serait moi aussi. Là. Ça donne un aperçu de biais avec la classe. Si vous voyagez en 3e classe, il y a beaucoup plus de chances que vous n'ayez pas survécu. C'est une des particularités du jeu de données et qui est intéressante de voir comment le modèle l'exploite. Bien, on va passer au 2e exemple. Donc, le premier exemple qu'on a fait, c'est un exemple d'apprentissage supervisé parce qu'on avait accès aux étiquettes. On sait qui a survécu et qui n'a pas survécu. Par contre,
on va étudier un cas dans lequel on n'aurait pas accès aux étiquettes. Ici, c'est un cas volontaire. On pourrait y avoir accès. On va utiliser le jeu de données d'Iris. Donc, ce jeu de données-là, les étiquettes sont disponibles. Par contre, pour la fonction de l'exemple, on ne les utilisera pas. Votre but ici, on a un jeu de données qui contient des tailles de pétales et de sépales de fleurs. Vous avez 3 espèces différentes d'iris, Setosa, Versicolor et Virginica. Et votre but, ça va être de différencier le type d'iris de chacun des exemples. Le faire à la main, ça serait assez long et toutes les iris se ressemblent un peu. Moi, je suis pas un biologiste. De mon point de vue, toutes les iris se ressemblent pas mal. Vous avez un lien directement au jeu de données qui vous permet d'apercevoir quelques images d'iris. On en a une magnifique ici. Ce sont des plantes à 3 pétales, 3 sépales. Et on a vraiment comme la largeur, la longueur des pétales, longueur, largeur des sépales. Et finalement, notre étiquette qu'on pourrait avoir accès, c'est l'espèce d'iris. Ce qu'on va faire ici à la place, c'est que sans les étiquettes, on va essayer de distinguer nos 3 espèces. Comment on va faire ça? Avec l'apprentissage non supervisé. Donc, on va utiliser 2 modèles différents. Un modèle à cas moyenne, qui va tenter de séparer le jeu de données en nos cas groupes. K, c'est la quantité de classes que nous, on pense qu'il y a. C'est un des hyperparamètres. Donc, on va le définir au début. On va lui dire à l'avance, on pense qu'il y a 3 types d'iris. On le sait un peu. Hein? C'est peut-être un peu de la triche, mais ça va nous permettre de voir normalement 3 groupes qui devraient apparaître. L'autre algorithme, c'est DBSCAN. Cet algorithme-là est un peu différent dans le sens où il va non seulement distinguer des groupes, il va essayer de retrouver les classes, mais il va aussi désigner des exemples qui pensent qu'ils sont trop loin des classes originales. À ce moment-là, ça va être des exemples qui vont être hors de distribution. En anglais, des outliers. Ce qui va nous permettre de comparer un peu lesquelles des méthodes est la meilleure pour distinguer les relations entre les exemples. Vous allez voir de quoi je vais vous parler. Si on lance le premier bloc de code ici, on va importer beaucoup de librairies. On en a un peu plus qu'avant, c'est qu'on importe quelques fonctions de Plotly pour pouvoir interagir avec nos données et les visualiser. On importe notre jeu de données une fois de plus. On importe notre jeu de données en X. Vu que c'est l'apprentissage non supervisé, normalement, on aurait juste besoin d'importer X. On n'a pas besoin des étiquettes et dans la plupart des cas, on n'y a juste pas accès. Le Y ici, ça va être pour une seule chose, pour visualiser un peu à quel point nos modèles performent bien plus tard. On crée notre modèle de K moyenne et de DBSCAN. C'est vrai aussi. On va entraîner les deux. Donc, à noter encore une fois qu'on utilise uniquement notre jeu de données et aucunement les étiquettes. Et finalement, on va réduire la dimension du jeu de données en 3 dimensions pour pouvoir l'afficher sur un graphique en 3D. C'est pas beaucoup, considérant que le jeu de données original a juste 4 dimensions, mais ça va quand même nous permettre de les afficher. Et avec la magie de Plotly, vous avez dans votre Jupyter Notebook un graphique avec lequel vous pouvez interagir. Donc, sur ce graphique-là, qui est en 3 dimensions, vous avez vos 3 composantes principales de votre analyse en composantes principales, qui sont vos 3 plus grandes dimensions de variabilité dans votre jeu de données. La couleur, ça correspond à l'étiquette. Et ça, c'est les vraies étiquettes. Donc, tous ces exemples-là qui sont en bleu correspondent à un type d'iris. Tous les exemples en rose et en jaune correspondent chacun à un type d'iris. Ce que ça nous permet de voir, c'est qu'il y a un iris qui est très facile à distinguer, donc ses mesures sont très différentes des autres. Et votre modèle, probablement, il va réussir à les distinguer. Par contre, ici, il faut y voir la source de conflit. Il y a des exemples qui sont très, très proches visuellement, comme celui-là, où un modèle qui se base juste sur les voisins, comme notre méthode de K moyenne, vous pouvez voir qu'il y a probablement des chances qu'il fasse des erreurs. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est la vérité. Et votre but, ça serait que votre modèle prédise exactement ça. Est-ce que c'est le cas? Ben, le modèle de K moyenne a quand même des bons résultats. Il faut y voir qu'il y en a certains qui associent à l'autre classe. Juste ici. Vous pouvez voir, ils sont en plus grand nombre.
dans ce coin-ci. Mais généralement, il n'est pas si pire. Tous ces exemples-là ont été bien identifiés. Ici, c'est relativement bien séparé. La séparation n'est pas à la même place. Mais on peut quand même apercevoir que le modèle est assez performant. Maintenant, si on regarde DBSCAN, il y a même un point ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec DBSCAN? Bien, DBSCAN, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de points qui sont déclarés hors de distribution. C'est-à-dire qu'avec les hyperparamètres qu'on lui a mentionnés, ben, on lui a défini une limite où il dit, ben, ces points-là, ils ne sont pas dans un groupe, c'est peut-être des exceptions. On peut aller le changer, ce point-là. S'il remonte un peu plus haut, le EPS, c'est une distance où tous les points qui vont être au-delà de cette distance-là, des centres, des groupes qu'il va créer, il va les déclarer hors de distribution. Fait que si on agrandit cette distance-là, ben, normalement, ça va lui prendre une plus grande limite avant qu'il déclare des exemples hors de distribution. À point 90, on va le réentraîner et on va aller voir s'il performe mieux. À ce moment-là ici, on observe, hey, on n'a plus de point hors de distribution. Par contre, là, maintenant, DBSCAN a juste confondu nos deux points complètement et s'est dit, ben ça, c'est un type d'iris, alors que nous, on sait à l'avance un peu qu'il y en a deux différents. Ce que cet exemple-là nous montre, c'est que parfois, il y a des modèles qui vont être moins adaptés à notre tâche. C'est bien de regarder les hyperparamètres, d'essayer de les optimiser, d'utiliser des métriques et des méthodes pour avoir le meilleur modèle, mais parfois, il y a des modèles qui vont être moins adaptés à notre tâche. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Scikit-learn a des dizaines et des dizaines et des centaines de modèles que vous pouvez utiliser. La documentation les sépare très bien en catégories, détaille leurs forces et leurs faiblesses. Et je vous recommande très fortement d'aller passer un petit moment sur le User Guide, aller voir plusieurs modèles que vous pouvez exploiter. Juste dans les modèles supervisés, vous en avez plusieurs. Alors, c'est Milkainen dans le cas d'Iris Dataset. Je ne vais pas dire un oui absolu, mais avec nos hyperparamètres qu'on a mentionnés là, présentement, ce serait meilleur. Par contre, ça se peut que vous trouviez les hyperparamètres, donc des paramètres qu'on mentionne ici, qui nous permettent d'optimiser DBSCAN pour qu'ils deviennent forcément meilleurs. William, il y a une question. On te pose la question, est-ce que c'est mieux KNN dans le cas d'Iris? Oui. Pas exactement, donc. Dans ce cas-ci, avec les hyperparamètres qu'on a mentionnés, le modèle semble performer mieux. Il y a des métriques pour le vérifier, et c'est exactement le sujet de la prochaine question. Il se peut que si on change les hyperparamètres, là, genre, ça va comme... DBSCAN pourrait être meilleur. Donc, ça dépend vraiment. Il faut jouer avec les différents paramètres. Pour te donner une réponse que tu peux garder en tête, présentement, oui, mais si on recherchait tous les hyperparamètres possibles pour le jeu de données, il est possible que DBSCAN performe mieux. C'est pour ça que c'est important d'aller de voir si vos hyperparamètres sont adéquats et ou s'il y a d'autres choses que vous pouvez optimiser. Si vous regardez la page de DBSCAN, il y en a plusieurs que vous pouvez mentionner, qui ici sont mis par défaut, mais qui vous permettraient peut-être d'avoir une performance un peu meilleure. Comment on fait pour savoir si un modèle est meilleur qu'un autre? Ça serait un peu important quand même. On va parler ici de métriques. Et que genre, les métriques là, sont vraiment essentielles pour voir si notre modèle performe bien ou pas. C'est que généralement, pour les tâches de classification, on va comme faire la matrice de confusion ou le tableau de contingence. Dans la matrice de confusion, vous pouvez voir, c'est sur l'image, là, le tableau, la partie en rouge. Là. Donc, on a comme vrai positif, faux négatif, faux positif, vrai négatif. Vous demandez certainement c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie. Alors, les vrais négatifs, les vrais positifs, par exemple, c'est par exemple les cas où on a des prédictions qui sont positives et la valeur réelle également est positive. Par exemple, je prends le cas de quelqu'un, vous allez à l'hôpital et puis le docteur vous annonce que vous avez la COVID-19 là, et vous avez bel et bien la COVID-19. Fait que ça, c'est correct. Le vrai négatif, ça, c'est
le cas où on a comme des prédictions qui sont négatives et où la valeur réelle est également négative. Donc, vous n'avez pas la COVID-19 et le médecin vous annonce vraiment que vous n'avez pas la COVID-19. That's perfect. Par contre, le faux positif, lui, c'est le cas où la prédiction est positive, mais où la valeur réelle, elle est négative. Donc, vous allez à l'hôpital, le médecin vous annonce que vous avez la COVID-19, mais il se fait que vous n'avez pas la COVID-19, hein, fait que vous allez à la maison, vous restez en confinement pendant comme 1 ou 2 semaines. Ce n'est pas forcément idéal. Et le faux négatif, ça, c'est le cas où la prédiction elle est négative, mais où la valeur réelle elle est positive. Donc, ça, c'est un cas où le médecin vous dit, oh, vous n'avez pas la COVID, mais il se fait qu'en réalité, vous avez la COVID, fait que vous allez travailler, vous allez contaminer tout le monde. Fait que ça, ce n'est pas la situation idéale. Vous êtes mieux d'être dans la catégorie des faux positifs que d'être comme un faux négatif. Fait qu'à partir de la matrice de confusion, on peut calculer différents métriques. Vous pouvez voir genre en orange, en violet. Donc, là, on peut calculer la sensibilité, la spécificité, la précision, les valeurs positives, négatives et autres. Et plus tard, genre, on va prendre comme un exemple plus pratique là par la suite et on va expliquer, on va comme utiliser, sortir la matrice de confusion sur cette donnée-là et puis on va comme calculer et aller plus en détail sur chaque métrique. N'est-ce pas, William? Je me sens presque passer la balle comme dans la découverte. N'est-ce pas? Oui. Donc, on va examiner un petit peu plus les métriques en détail et aussi on va lui montrer comment calculer à la main. Donc, si jamais vous n'avez pas accès à une calculatrice, ce qui serait particulier dans le contexte où vous faites l'apprentissage de mathématiques. Mais on digresse. Donc, pour comprendre un peu les métriques, on va examiner un autre jeu de données, un jeu de données jouet, qui s'agit de Wine. Donc, Wine, c'est un jeu de données de vin, un jeu de données très intéressant, qui contient 178 fiches d'informations de différents vins. Et ces vins-là ont été produits par 3 cultivateurs qui ont chacun leur spécialité. Donc, les vins c'est possible de les différencier. Chacune des fiches d'informations contient un des 13 attributs chimiques, donc des concentrations d'alcool, certains ingrédients. Et notre but, ça va être de classifier de quel cultivateur vient chaque vin. Donc, si on run le premier bloc de code, on va importer nos modèles et on va aussi importer notre jeu de données. Ça va être une tâche d'apprentissage qui est supervisée parce qu'on a accès aux étiquettes ici. On sait de quel cultivateur vient le vin. On va aussi utiliser un classificateur linéaire qui fait une descente de gradient, juste là. Donc, c'est un classificateur qui, à chaque itération, donc à chacune des 50 itérations, il va essayer de s'améliorer en fonction des exemples et trouver donc la meilleure façon de résoudre notre problème à la fin des itérations. Donc, dans notre exemple, on va créer notre matrice de confusion qu'on génère à partir de Confusion Matrix qu'on a importé un peu plus tôt depuis sklearn.metrics. sklearn.metrics, c'est là qu'on va importer nos métriques. Incroyable. Donc, si on lance notre bloc de code ici, on produit une matrice de confusion qui, ici, est reproduite en partie. Donc, on n'a pas les mêmes résultats ici, mais si on prend notre exemple qui est là, dans chacune des cases, on a accès à la fois aux vraies étiquettes et aux prédictions du modèle. Votre but, ça serait que tous les exemples soient dans la diagonale. Donc, 41 ici, c'est bien, on a quand même un chiffre important, mais on a des exemples qui ont été mal classés. Ce qui fait que notre modèle ne sera pas parfait. Première technique qu'on peut voir, c'est l'exactitude, qui est implémentée par défaut. Donc, dans la matrice de confusion, on calcule l'exactitude comme étant la somme des bonnes prédictions de votre modèle sur le total des prédictions que votre modèle pourrait faire. Donc ici, on additionne 41 plus 60 plus 31 sur le total de 178 fins et on obtient un total de, ici, de 74 dans l'exemple. C'est la métrique la plus simple. Par contre, comme on a vu un peu plus tôt dans l'exemple du COVID, des fois, ce n'est pas uniquement utile d'avoir une bonne précision. Si votre modèle il prédit faussement des gens qui n'ont pas le COVID, alors qu'il y a des gens qui ont le COVID qui vont aller contaminer des gens, ça peut être pratique d'optimiser quelque chose d'autre. Une autre des métriques qu'on peut utiliser, ça va être la précision. La précision, donc, à place de prendre nos 41, 60, 31 sur
la somme totale des exemples, on va le prendre uniquement sur la somme des étiquettes prédites. Donc, sur toutes les fois où le modèle a prédit la classe 1, la classe 2 ou la classe 3, combien de fois est-ce qu'il avait vraiment raison? Puis combien de fois est-ce qu'il était sûr de ne pas se tromper? Ici, c'est un exemple multiclasse, puis notre exemple plus tôt, avec uniquement 2 classes. C'est l'équivalent de calculer notre taux de faux positifs sur tous les positifs qui ont été prédits. Donc, on peut le faire avec nos calculs indiqués ici, ce qui nous obtient une précision relativement similaire de 0,74. Une chose à noter, c'est qu'on peut calculer la précision par classe, mais il est aussi possible de calculer la précision totale. Puis, à ce moment-là, le code va un peu changer et on ne les séparera pas en chacune des classes. On va uniquement faire les précisions du total, tout ce qui a été bien prédit sur le total exemple. Ça va ressembler à l'exactitude dans notre cas, mais dans certains autres cas où on a plusieurs étiquettes ou certains cas plus complexes, ça va changer. À place de calculer à la main, vous allez probablement préférer faire avec scikit-learn. Donc, on importe Precision Score. On rentre à la fois nos prédictions du modèle et les vraies étiquettes. Et finalement, on print notre précision. Et on peut voir que la précision est de 0,44. Alors qu'on avait une exactitude de 66, notre précision est pas mal moins élevée. Une autre métrique très intéressante, surtout dans le domaine médical, c'est le rappel. En d'autres termes, cette métrique-là, c'est sur la quantité totale de classe 1 qui aurait pu être détectée, combien est-ce que le modèle en a identifié correctement? Et ça, c'est directement relié à l'exemple de COVID. Si vous voulez un modèle qui identifie clairement les gens qui ont la COVID et les gens qui ne l'ont pas, vous voulez un rappel qui est très élevé. Parce qu'un rappel parfait, ça va être un modèle qui pas est très précis, forcément, mais ça va être un modèle qui évite vraiment les faux négatifs. Que signifie le paramètre average dans la méthode? Donc, le paramètre ici, qui est défini à macro, c'est qu'on va faire à la fois la précision, le rappel et le inference score un peu plus tard. On va le faire sur chacune des classes individuellement. Si on définit average à micro, à la place, on va combiner toutes les classes, puis on va réduire le problème à une classification binaire. C'est deux situations un peu différentes là, pour montrer un peu tous les exemples. Mais au lieu de dire, pour chacune des classes, on va faire la précision, puis après ça, on va les combiner. Si on définissait ici micro, on va déjà combiner le total de chacun 41, 60 et 31 avant, et on ne fera pas la moyenne au final, on va la faire dans le calcul. Je ne sais pas si je l'explique bien. La documentation de scikit-learn est, à mon regret, beaucoup plus précise que moi. Mais c'est une autre façon de calculer la métrique. On utilise macro pour qu'il considère chacune des classes individuellement. Ça enlève une des sources de biais dans notre jeu de données aussi. Donc finalement, notre appel, on le calcule ici. Et si on hésite à utiliser soit le rappel, soit la précision, et on veut avoir un équilibre entre les deux, on peut utiliser le F1 score, qui essentiellement prend les deux métriques et calcule un équilibre entre ces deux-là pour nous donner un résultat qui prend en compte les deux. Il existe aussi le F-beta score, où on veut un débalancement entre le rappel et la précision. On veut quand même avoir une fonction de précision qui est inclue là-dedans, mais on va considérer plus fortement le rappel, par exemple dans un cas de COVID, où ça serait pratique que les gens n'infectent pas tout le monde. Ces métriques-là, avec scikit-learn, ce serait aussi possible de faire une recherche de paramètres. Et vous pourrez donner ces métriques-là pour que la recherche de paramètres optimise ça. Une recherche de paramètres, ça va être quand vous donnez un modèle et vous lui dites, je ne sais pas exactement c'est quoi les meilleurs hyperparamètres. Donc, vous donnez à scikit-learn cette métrique-là, puis vous lui dites, ma précision, je veux qu'elle soit la plus haute possible. Recherche les bons hyperparamètres
pour que ça fonctionne. Et à ce moment-là, c'est ça qui est pratique d'avoir plus que juste l'exactitude comme métrique. Vous pouvez avoir la précision pour optimiser ça, pour trouver les meilleurs hyperparamètres pour ça, ou pour trouver les meilleurs hyperparamètres pour optimiser le rappel, et avoir votre meilleur modèle qui ne vous donnera pas un mauvais jugement comme un médecin qui se trompe en vous disant que vous n'avez pas le COVID et que vous infectez tous vos coéquipiers. Ce que vous recherchez probablement à ne pas faire. Ce qui nous amène, surprenamment, à la fin de cette introduction au machine learning. Je ne sais pas si Roselyne, tu veux nous glisser un petit mot. Alors, voici quelques questions que vous devez vous poser, là, genre, est-ce que vous voulez résoudre un problème d'apprentissage machine? Déjà, il faut se demander, est-ce que les données que j'ai, est-ce que c'est annoté ou c'est pas annoté? Donc, si c'est annoté, ça dit que genre, c'est un problème d'apprentissage supervisé. Si ce n'est pas le cas, ça dit que c'est un problème d'apprentissage non supervisé. On se demande aussi quel type de résultat genre, je souhaite comme prédit. Est-ce que c'est des valeurs discrètes ou est-ce que c'est des valeurs continues? Donc, si c'est des valeurs discrètes, ça dit que c'est un problème de classification. Quand c'est des valeurs continues, ça dit que c'est un problème de régression qu'on veut résoudre. Aussi, il est important de bien choisir sa métrique là, comme évaluation pour pouvoir évaluer la performance de son modèle. Donc là, on a vu quelques métriques pour faire de la qualification, mais il existe aussi d'autres métriques qu'on peut utiliser. Genre, par exemple, quand on fait de la régression, on peut utiliser des mesures de distance. Par exemple, quand on fait de la segmentation, on peut utiliser l'indice de Dice, on peut utiliser plusieurs autres métriques. Donc, je vous invite fortement à aller sur Scikit-learn, là, sur la page et pouvoir comme, explorer les différentes métriques. Fait qu'à présent, vous maîtrisez les bases là, pour écrire votre propre projet de machine learning. Fait que moi, ce que je vous invite à faire, là, vous voyez les différents exemples qu'on a fait. Je voudrais que je vous invite à comme bidouiller là-dedans, faire des changements, à changer par exemple c'est quoi le modèle qui est utilisé et à faire ça de votre côté pour voir est-ce que vous pouvez comme avoir des résultats qui sont meilleurs. En tout cas, là, genre, on est ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup, William et Roselyne. Vraiment, c'est un super tutoriel. Je pense que ça aidera beaucoup d'étudiants qui n'ont jamais fait du machine learning à vraiment bien commencer. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à préférer à utiliser Scikit-learn par rapport à, par exemple, des réseaux de neurones? Genre, on dit toujours qu'ils sont super performants, mais peut-être qu'il y a des applications où c'est moins souhaitable. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux y répondre. C'est pas toujours la meilleure option d'aller vers un modèle très complexe quand on peut avoir une bonne performance avec un modèle simple. À la fin, c'est bien entraîner des grands réseaux de neurones qui prennent plusieurs heures, plusieurs jours, même pour certains entraîner, avoir des dizaines et des centaines de milliers de paramètres. Mais si vous pouvez avoir un modèle que vous entraînez en quelques secondes qui fonctionne très bien sur votre jeu de données, à quelque part, vous pouvez faire beaucoup plus simple là-dedans. On a Francisco qui pose une question. Pourquoi on n'emploie pas Scikit-learn pour optimiser les hyperparamètres de manière systématique? Pourquoi faut-il parfois les modifier soi-même? C'est une très bonne option de les optimiser de manière systématique. On ne l'a pas montré ici par souci de temps, à vrai dire. Mais si vous allez dans Scikit-learn, je pense que modèle section l'aborde. Donc, tuning the hyperparameter. Il faut faire une recherche en grille. Donc, c'est ça que j'abordais un petit peu à la fin, là, quand vous recherchez une métrique. Si vous voulez juste tester un modèle de base sur votre jeu de données, avoir un peu un aperçu de comment il fonctionne, puis avoir une première paire d'yeux sur le résultat, sur votre jeu de données, vous pouvez par vous-même mettre les hyperparamètres. Ou si vous savez qu'il y a certains hyperparamètres que vous voulez tester, ou qu'il y en a certains qui vont avoir une influence sur votre jeu de données, si vous cherchez quelque chose de spécifique, vous pouvez les mettre vous-même. Par contre, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ou vous voulez optimiser vraiment la performance, il existe ce qu'on appelle des grid search, où on va recréer une grille d'hyperparamètres et on va chercher là-dedans les meilleurs hyperparamètres pour obtenir soit une meilleure précision, meilleure exactitude, meilleur rappel.
Il y a d'autres algorithmes de recherche qui sont présents en section 3.2 sur Scikit-Learn qui vous seront très utiles en ce moment-là. Donc, c'est selon votre problème que vous allez avoir ce choix-là. Est-ce que ça répond à tes questions? Ensuite, on a une autre question. Si on a des données à classifier avant de procéder à une régression, comment procéder? Est-ce que Scikit-Learn a des modèles pour ça? Si on a des données à classifier avant de procéder à une régression. Qu'est-ce que tu veux dire avec... Est-ce que ta question, c'est est-ce qu'on peut faire de la classification et de la régression, c'est ça? Oui, c'est possible de faire de la classification et de la régression avec Scikit-Learn, puisque tu vas utiliser différents modèles, tout ça. Du coup, ça répond à la question? Ou pas? Pas tout à fait. Peut-être tu veux prendre le micro pour poser ta question? Oui, bonjour. Salut. Est-ce qu'on m'entend? Salut. Ben, en fait, c'est que c'est pas tout à fait un problème de classification, c'est plus un problème de régression. On veut prédire une tendance, mais le jeu de données présente déjà comme pour pouvoir comme passer, disons, à la régression linéaire ou polynomiale, peu importe. Mais il faut déjà classer ces données-là. C'est comme s'il faut comme procéder à une étape de classification avant de voir une certaine tendance linéaire là-dedans. C'est des données continues, en fait. Ce n'est pas des données discrètes. La chose vient que si tu veux déjà faire une tâche de classification avant ta régression, comme pour obtenir une caractéristique de plus, je comprends bien? Oui. Ta classification, tu vas la faire à partir des caractéristiques que tu as déjà, et c'est de l'information qui est déjà disponible dans ton jeu de données. Fait qu'à la fin, ta régression, elle ne bénéficie pas énormément de cette classification-là de plus. Là. Si ta classification, tu l'as juste faite avec ton jeu de données, il n'y a pas d'informations supplémentaires que tu ajoutes. C'est juste une analyse de plus que tu peux faire. Donc, je pense pas que ça affecte énormément ton modèle ou que tu aies des grands bénéfices à faire ce genre de choses-là. Je ne sais pas si, Roselyne, il y a certains cas que tu vois qui sont spécifiques où tu aurais besoin de faire ça. Mais initialement, c'est un cas de régression à la fin, puis tu veux faire une autre classification à l'intérieur, ta classification, elle ne te sert pas à beaucoup. Mais peut-être aussi que ça peut être du genre, elle peut comme visualiser dans un premier temps ces données et comme faire comme des catégories de clusters pour avoir une idée avant de développer un modèle de prédiction en fait, pour faire de la régression. Ça pourrait être ça. Et peut-être que si tu veux faire une régression sur différentes catégories de population, bah, moi, ce que je me dirais, c'est que en fait, tu as tout à gagner à entraîner ta régression sur l'ensemble de ta population plutôt que plusieurs régressions sur des sous-groupes, parce que comme ça, tu vas bénéficier de plus de données, plus d'informations. Donc, voilà. Ben, c'est ça un peu que je voulais, en fait, parce que c'est un jeu de données total, disons global. Si je passe juste par une régression, ben, j'aurai une grosse distribution parce qu'il y a quand même des sous-groupes à l'intérieur de cette régression-là. C'est pour ça que je m'étais dit, OK, c'est un problème de régression à la fin, mais est-ce qu'il y a comme une méthode sur Scikit-Learn qui fait qu'elle va faire apparaître par la classification ces sous-groupes-là qui ont certes la même tendance de régression, mais qu'on peut déjà identifier à l'intérieur de la régression elle-même. Ben, en vrai, dans le chat, il y a Isaac qui a dit un bon mot-clé. Je pense que peut-être ça pourrait être intéressant de faire du clustering dessus pour voir des sous-groupes assez homogènes et tout. Ouais, ça pourrait être intéressant de voir comment les sous-groupes se... En tout cas, c'est possible, ça c'est sûr. OK, merci.
Après, sinon, moi, j'ai une question pour toi, William, plus sur bah, tes projets académiques et tout. Du coup, tu nous as dit que tu faisais de la recherche sur les antibiotiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu du problème auquel tu t'intéresses et quel type d'apprentissage supervisé, non supervisé tu utilises? Oui. Euh, Moi, ce que je fais, c'est de l'apprentissage qui est non supervisé. Donc, j'ai accès à des jeux de dizaines, des centaines, des très fortement probable, des dizaines de milliers d'images qui sont des images de bactéries infectées par des antibiotiques. Le problème que j'essaie de résoudre, c'est que la recherche d'antibiotiques, ça coûte énormément de ressources monétaires et temporelles. C'est des projets qui s'étendent sur des dizaines d'années et qui coûtent des sommes assez faramineuses. Et il y a une grande partie de ces projets-là où c'est trouver des candidats antibiotiques qui sont potentiels à être améliorés et avoir du potentiel. Donc, mon but, c'est de trouver des candidats qui ont du potentiel, qui sont potentiellement des antibiotiques en devenir, et de voir leurs effets sur des bactéries. Donc, je fournis des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'images à mon modèle, et je lui dis, ben, dès que tu vois un antibiotique qui est efficace contre une bactérie, donne-moi un signal ou dis-moi, ben, cet antibiotique-là paraît efficace. Et par la suite, de trouver lesquels qui sont nouveaux et non exploités. Et du coup, est-ce que tu es parvenu à identifier des nouveaux antibiotiques, des nouvelles molécules ou pas vraiment? Ou comment? C'est quoi tes résultats? Pour l'instant, on est à désigner les modèles. Ah, ok. Il y a beaucoup de modèles qui se font sur des cellules humaines. Donc, il y a énormément de modèles qui sont produits en littérature. Par contre, il y en a très peu qui sont entraînés sur des cellules bactériennes. Parce que les cellules bactériennes, c'est plus petit, il y a moins d'informations à aller chercher. Et donc, c'est à moi de désigner des modèles qui peuvent aller chercher le maximum d'informations à partir de la plus petite source. Ok. Donc, on a ce stade-là. Ok, bah, parfait, merci William. Et maintenant, pour Roselyne, j'avais aussi une question pour toi. Du coup, dans ta biographie académique, tu dis que pendant ta thèse, du coup, tu as fait de l'apprentissage automatique, puis tu as été amené à collaborer avec des médecins pour la chirurgie, etc. Puis j'étais curieux d'avoir ton retour d'expérience sur à quel point est-ce que c'est facile de collaborer en tant qu'expert IA avec des médecins du coup qui n'ont pas vraiment cette formation. Est-ce que leur attente était vraiment élevée? Est-ce que tu as été capable de leur proposer des solutions, etc. Ouais, en fait, moi, j'ai eu à collaborer avec des médecins et aussi avec un partenaire industriel qui s'appelle EOS Imaging. Ah, avec les médecins, en fait, c'est plus pour avoir leur expertise. Par exemple, moi, je faisais plus un travail de segmentation et d'identification de points de repère dans les images. Donc, l'idée, c'est genre, OK, on peut avoir une segmentation, mais vous voulez ça jusqu'à quelle précision, là? Parce que l'idée, c'est de pouvoir segmenter, dans mon cas, des structures osseuses dans les radiographies pour pouvoir faire de la reconstruction 3D automatique des structures osseuses. Donc, l'idée, c'est faire la segmentation dans les images et trouver aussi des points de repère. Fait que eux voulaient comme quelque chose de vraiment précis. Là. Fait que quand tu fais un truc qui est un peu grossier, ça ne marche pas parce que ça va être incorporé dans les équipements médicaux et puis ça va être utilisé sur l'être humain. Fait que actuellement, genre, j'ai plus collaboré avec la compagnie EOS là, parce que c'est eux qui fournissent en fait l'équipement aux médecins et les médecins vont l'utiliser. Donc, le travail que j'ai eu à faire a été incorporé dans le module. Là. Donc, ça a permis de pouvoir automatiser en fait la tâche, le processus qui permet de faire de la reconstruction 3D des os. Donc, l'automatisation n'est pas parfaite, là, mais genre, je l'ai amené à un certain niveau et c'est Et, incorporé actuellement. et du coup, vraiment, tu es vraiment une experte dans l'interaction entre santé et apprentissage machine. Puis j'aimerais savoir, genre, c'est quoi ton opinion sur l'avenir de cette interaction? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir de plus en plus d'outils de santé qui vont incorporer des technologies d'apprentissage machine? Est-ce que tu penses que c'est un marché en devenir? Est-ce que tu penses qu'il y a des enjeux, des craintes? C'est quoi ton opinion? Ah, je trouve que c'est un marché vraiment donné. Là. Actuellement, là, il y a comme plein de recherches qui se fait, genre, surtout dans le domaine de la santé, pour essayer d'automatiser le plus de tâches possible. Parce qu'actuellement, genre,
demander à un humain de répéter la même tâche sur plusieurs images ou bien sur plusieurs données, ce n'est pas facile et ça peut donner lieu à des erreurs. Fait que ça aide beaucoup là, pour intégrer l'intelligence artificielle en santé. Ça aide beaucoup pour automatiser plusieurs tâches. Et des fois, on a des précisions qui sont vraiment genre, élevées, là, puisque l'humain. Mais automatiquement, il y a un petit enjeu. On ne peut pas laisser la machine tout faire. Là. La machine peut faire aussi des erreurs. Fait que l'idée, c'est qu'il y ait quand même un humain qui soit à côté et qui vérifie que tout est OK. Ok, super intéressant. Puis finalement, William et Roselyne, qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur l'apprentissage machine? Est-ce que c'était dès le début dans votre formation ou alors est-ce que vous avez été confronté par hasard et ça vous a plu? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le domaine? Comment Pour ma part, je viens d'un baccalauréat de bioinformatique. Et bioinformatique, c'est un programme qui, par définition, est multidisciplinaire. Son objectif, c'est de toucher à plusieurs domaines et de les combiner dans l'optique de trouver des solutions que chaque domaine individuellement ne peut pas amener par lui-même. Et il y a une avenue très intéressante de bioinformatique qui ajoute l'intelligence artificielle et cette avenue-là n'était pas encore disponible dans les cours lorsque j'ai commencé mon baccalauréat. Elle est apparue au fil des années lorsque les cours options sont débloqués. Là, maintenant, je sais que Simon Hardy qui travaille très fort pour que cette composante-là, l'intelligence artificielle, soit ajoutée au programme. Je sais que ça va être quelque chose de très important dans les prochaines années. Mais initialement, c'était quelque chose qui piquait mon intérêt. Et donc, j'ai pris plusieurs cours options à ce sujet-là. Et une branche qui, je vais dire plus traditionnellement, ne faisait pas partie du programme, donc, que j'ai essayé et que j'ai beaucoup apprécié et qui ouvre la porte vers une volée de solutions très intéressantes à des problèmes bioinformatiques. Donc, c'est de là que je suis parti. Moi, dans mon cas, en fait, j'ai un background qui est un peu différent. Là. Enfin, j'ai fait des études en mathématiques pures et aussi des études parallèles en informatique. Et moi, mon idée était toujours de pouvoir trouver un moyen de combiner le tout là, pour faire quelque chose de concret. Fait que je suis tombée sur le machine learning, l'automatisation des tâches, et puis je suis juste tombée en amour avec. Et que je me suis dit, tiens, je me lance. Mais est-ce que c'était, du coup, est-ce que c'est venu pendant ton PhD ou c'était avant? Est-ce que tu avais pris des cours ou alors tu t'es formée toute seule, etc. C'est plus venu pendant que je faisais ma maîtrise en informatique. En fait, j'étais dans un programme de réseau, mettons, là. Et puis, genre, pour mon mémoire, je me suis dit, j'allais faire comme un projet en intelligence artificielle. J'ai juste lu ça et puis j'étais juste en amour. Et puis, c'était du genre comme, mon directeur n'était pas trop pour là, mais j'ai comme lu par moi-même et appris pas mal de choses. Et puis, j'ai fait quand même un projet de diagnostic du diabète, là. Pour un hôpital donné. Fait qu'au départ, c'était plus de l'auto-apprentissage, mais par la suite, durant mon doctorat, j'ai pris des cours en machine learning et tout ça. Ok. Ok, bon, bah écoutez, merci beaucoup William et Roselyne. Je vous propose de faire une petite pause, puis on va revenir à 10h40 pour la présentation de Frédéric Paradis sur l'introduction à l'apprentissage profond. Moi, je me connecterai un peu plus tôt, puis voilà. Merci beaucoup. Merci.